On va commencer donc à mettre déjà un pied dans les vignobles ardéchois, rencontrer ceux qui font vivre ces terres, les viticulteurs. Mais est-ce qu'il n'y a qu'eux qui influencent la vigne, les récoltes ? Eh bien, on va le voir que la biodiversité, notamment, joue un rôle important avec notre première intervenante, Pauline Balthazar. Pauline Balthazar, vous êtes étudiante en ethnologie, vous avez fait un mémoire sur l'évolution des pratiques viticoles dans notre belle région. Et donc, vous avez travaillé, et vous travaillez maintenant encore sur la perception du changement climatique par les agriculteurs. Et c'est ce que vous allez nous présenter ce soir. Amandine, est-ce que tu as là ? Il faut que j'appuie. Bonsoir. Oui, donc je suis étudiante en master d'anthropologie et d'ethnologie. Là, c'est ma dernière année, donc j'ai créé un mémoire et moi, je m'intéresse à la notion de terroir sous un point de vue socio-culturel. Alors, tout d'abord, je vais... Pire, hein, c'est pas grave. Alors je vais dire... Pardon ? Oui, vous allez nous expliquer donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est votre travail et qu'est-ce que l'ethnologie ? Oui, alors l'ethnologie, c'est très proche de la sociologie. On va dire que ça reste des frontières universitaires. Donc c'est une science humaine et sociale. Donc nous, on porte un intérêt au monde social, à la culture. On essaye de comprendre comment les gens vivent en société, leur manière d'être, de faire, de penser. On s'intéresse aux représentations, aux idées, au savoir-faire partagé. Voilà, nous, on s'intéresse au partage. On fait pas de la psychologie, quoi. On s'intéresse vraiment aux dimensions culturelles et sociales. Et donc, moi, je m'intéresse donc au niveau de l'anthropologie. J'ai un point de vue de l'anthropologie de la nature, donc j'essaye de saisir les manières dont les humains se entretiennent des relations avec leur environnement, et aussi en l'anthropologie des techniques. Donc les techniques et les savoir-faire qui médiatisent ces relations. Du coup, alors moi je suis pas partie à l'autre bout du monde, en Amazonie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Non, je suis restée sur un terrain du proche, on appelle ça un terrain du proche, au sein de 3 appellations. Donc les tribus Cornas, Saint-Péret et Saint-Joseph. Donc chez des autochtones viticulteurs qui m'ont gentiment accueilli, avec qui on a pu échanger. Donc il faut comprendre que chaque groupe social emploie des notions, des concepts, des termes relativement partagés qui leur permettent de donner sens au monde qui les entoure, mais aussi agir dessus. Et donc l'ethnologue, lui, il a pour tâche de saisir les représentations qui sous-tendent ces concepts et ces pratiques. Et donc moi, pour le coup, c'est la notion de biodiversité. Enfin, il y a plusieurs notions qui sont apparues durant mes entretiens, mais moi, ce soir, je vais vous parler de la notion de biodiversité, qui a été exprimée de manière récurrente chez les viticulteurs. Donc j'ai compris là que c'était un concept qui leur permettait de se relier à leur terroir et signifier leur manière d'être et de penser. Alors rapidement, 2 mots, une petite définition rapide de la biodiversité. Donc ça renvoie à la variété des formes de vie sur la Terre, à la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes. Ce terme comprend également des interactions entre des espèces et leur milieu. Donc c'est une approche dynamique des écosystèmes. C'est très important cette approche dynamique. Et donc derrière chaque concept scientifique, il y a toujours des dimensions socio-culturelles et politiques. Et la notion de biodiversité, elle est tout sauf neutre. Le sens du concept varie selon les acteurs, donc leur position sociale, politique ou professionnelle. En gros, ce que je veux dire, c'est que la biodiversité d'un écologue n'est pas forcément celle d'un paysan ou d'un élu politique ou d'un naturaliste. En gros, valoriser telle forme de biodiversité dépend grandement des formes de socialisation entre des humains et leur environnement. Et donc là, la biodiversité qui va nous intéresser, qui m'a intéressée, c'est ce que j'ai appelé une biodiversité utile et fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire une biodiversité qui vise à favoriser la préservation d'un environnement socio-écologique particulier. Donc en gros, favoriser une viticulture durable, un rendement adéquat, tout en préservant l'environnement, mais aussi préserver une image collective, des convictions,
selon les conditions matérielles et immatérielles de chacun, tout en essayant de répondre à une demande sociétale pour du plus écologique. Et donc dans mon travail, j'ai essayé de saisir cette notion dans un contexte social précis, donc les 3 appellations dont je vous ai parlé, et j'ai essayé de voir comment les viticulteurs pensent et conçoivent ce qu'ils nomment la biodiversité. Donc je vais vous donner quelques éléments rapides pour comprendre ce terme. Donc tout d'abord, en tant que j'ai mobilisé plusieurs théories et concepts pour essayer de comprendre la biodiversité comme une construction sociale. En gros, la biodiversité, ce n'est jamais un état de fait, mais elle est toujours en perpétuelle négociation entre des acteurs, entre des humains et des non-humains, avec des dynamiques particulières, des points de vue divers. Alors, dire que la biodiversité, c'est une construction sociale, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Les écosystèmes, ils existent. Mais si tel objet existe, c'est parce qu'il a une bonne raison d'exister. Et donc ici, si la biodiversité existe pour les viticulteurs, c'est qu'elle leur permet de penser leurs pratiques et leurs relations au monde, elle les fait agir et eux-mêmes agissent dessus. Mais aussi, la biodiversité m'est apparue comme une réponse face à une crise environnementale. En gros, quand on parle de la crise écologique, c'est pas la nature qui est en crise, mais c'est nos formes de relation avec elle qui sont totalement à revoir. Puis, j'ai aussi essayé d'aborder la biodiversité sous la notion de connectivité. Bon, ça, on va vous en parler, je pense, tout au long de la soirée. La connectivité écologique, donc créer de la connectivité entre les espèces, les habitats naturels, notamment à travers des infrastructures agroécologiques. Et pour qu'il y ait de la connectivité entre les éléments naturels, les végétaux, les animaux, à grande échelle, il faut donc de la connectivité entre les humains, et cela de façon durable. Et l'efficacité de ces infrastructures agroécologiques comprend donc une dimension sociale, un lien durable entre les viticulteurs qui partagent un projet commun, au-delà de leurs parcelles seulement. Donc ces notions amènent à penser les parcelles non plus par unités coupées les unes des autres. Donc c'est aussi la notion de propriété privée qui est revisitée aussi, qui est repensée, et la notion de bien commun intervient, parce que les activités des viticulteurs ont des impacts au-delà de leurs parcelles, mais aussi sur celles des voisins, mais aussi sur la faune, la flore locale, l'air que tout le monde respire. Donc en gros, la responsabilité des viticulteurs s'élargit avec cette notion. Donc tout ça pour dire que la biodiversité crée du collectif, à la fois entre des humains et des non-humains. Et donc le vignoble, à travers leur discours, le vignoble m'est apparu comme un tout à composer, un réseau où cohabitent et coévoluent une multitude d'acteurs. Le vignoble est appréhendé comme faisant partie d'un écosystème équilibré, caractérisé par une fluidité entre des éléments qui le composent. Et les viticulteurs, ils tentent de comprendre ces écosystèmes pour mieux les appréhender et favoriser leur pérennité. Donc le vignoble, là, c'est plus du tout une entité figée, objectivable et entièrement mesurable, mais le vignoble, il est toujours en évolution et soumis à des variations permanentes. Le vignoble, en fait, il a comme une harmonie interne à déchiffrer et à accompagner. Parce qu'en fait, ça reste une harmonie, on va dire, encadrée, où les viticulteurs, ils font avec le milieu, tout en gardant une certaine maîtrise. Voilà, ils parlent de gérer, d'herbes choisies ou d'enherbement maîtrisé. Donc, ils développent des méthodes pour agir directement ou indirectement sur l'écosystème sans en perturber totalement l'équilibre, dans le but de favoriser une viticulture rentable. Alors là, on se retrouve dans une forme, je mets des guillemets, c'est un concept en ethno qu'on utilise, d'un ethnologue qui s'appelle André-Georges Audricourt, une forme d'action indirecte négative. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une action humaine qui agit sur le milieu via d'autres actions. Par exemple, je vais agir sur des animaux, les faire pâturer pour qu'ils débroussaillent. Et donc là, l'humain agit indirectement sur le milieu via l'action d'animaux. Donc j'ai essayé de saisir l'enherbement maîtrisé comme une action indirecte négative, où les viticulteurs agissent indirectement sur la vigne. Voilà, ils implantent des semis, nourrissent la vigne, la rendent plus résistante, et donc lui offrent un environnement dans lequel elle peut s'épanouir. Et donc là, les semis deviennent des partenaires à part entière du processus. Alors bien évidemment, il ne faut pas voir ici un laisser-faire, parce que ça demande une grande souplesse intellectuelle et pratique, où les viticulteurs ils sont toujours en train de négocier avec une multitude d'outils, de connaissances, de relations sociales et des qualités physiques du terroir. Donc l'enherbement maîtrisé demande une relation constante avec le vignoble pour pouvoir développer in situ, sur le long terme, des méthodes adéquates au contexte. La pratique, justement, elle peut être efficace seulement à travers un rapport permanent et une attention particulière aux éléments qui composent le vignoble. Et donc tout ça,
En fait, cette notion, elle bouscule un peu nos relations à la dite nature, où l'humain n'est plus le maître ultime et dominant. Au contraire, il développe une relation forte et continuelle pour mieux connaître son environnement. Et sans cette relation, la connaissance, elle ne peut pas se développer. La Terre, là, ici, elle est plus considérée comme un simple outil de travail, à manier comme bon leur semble, mais elle devient une actrice, une partenaire, avec des caractéristiques propres et des limites. D'ailleurs, les viticulteurs ont souvent utilisé un vocabulaire nutritionnel, donnant à voir justement la dimension vivante de la terre, comme nourricière, mais aussi à nourrir. Et donc, pour moi, la biodiversité, elle permet de penser l'adaptation non seulement en termes de technique. En gros, c'est pas seulement la technologie qui va nous permettre de s'adapter au changement climatique, aux variations. Non, ici, l'adaptation, elle est pensée dans les formes de relations, entretenues avec les éléments qui composent l'environnement. Donc, en rétablissant d'autres liens avec la nature, en coopération, et non plus en dominant. Et donc ça, en fait, c'est un peu l'hypothèse de mon mémoire, enfin, c'est une hypothèse qu'il faudrait tester encore sur plusieurs années à travers plusieurs recherches, c'est que cette manière de se relier au terroir et aux éléments qui le composent, sans chercher à tout maîtriser, cette aptitude à faire avec, à mettre en œuvre des méthodes in situ de manière pragmatique, selon les situations, prenant en compte la complexité du milieu, sans s'enfermer dans une seule méthode. Pour moi, je pense que ces manières d'être et de faire leur offrent une souplesse intellectuelle et pratique qui semble favoriser l'adaptation face au changement climatique et aux incertitudes. Voilà. Après, c'est une hypothèse, ça serait à tester sur plusieurs années de recherche encore, mais voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Pauline. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les préparer également sur Facebook où on est en direct. Mais avant de poser vos questions, on va recevoir Benoît Naudin qui est là, juste parfait. Vous êtes président de l'appellation d'origine contrôlée de Saint-Péray, membre du groupe Défi, viticulteur, arboriculteur, maraîcher. Vous avez aussi un magasin de circuit court ici à Saint-Péray, donc certains vous connaissent peut-être dans le public. Cette notion de biodiversité, ça vous parle aussi dans ce qu'a dit Pauline ? Énormément, oui. Allô ? Oui, ça me parle énormément. Je suis stupéfait du rendu qu'a fait Pauline, parce qu'on l'a rencontrée à plusieurs reprises, elle a rencontré beaucoup de vignerons, et chaque fois, nous, on parle de notre travail, on parle de plein de choses. On parle souvent des termes techniques, comme elle dit, que des fois, elle a peut-être du mal à suivre, mais elle a fait un rendu qui est très synthétique, d'une vision assez générale. Je trouve ça assez pertinent, avec des termes qui m'ont particulièrement accroché. Quand elle dit qu'il faut repenser nos relations avec l'environnement, c'est vrai qu'on a peut-être été formé pour être agriculteur, pour être cultivateur, pour être viticulteur, mais de plus en plus, on n'avait pas forcément l'approche agronomique, un peu moins on va dire, et de plus en plus on compose effectivement avec notre environnement, on fait de l'enherbement naturel, comme elle a dit, maîtrisé, mais il y a aussi, on pense aussi à des enherbements l'hiver. C'est vrai que souvent on voyait nos vignobles qui étaient nus, terre nue on va dire, moins il y avait d'herbe, moins ça faisait de concurrence à la vigne. Aujourd'hui on prend plus l'herbe comme un partenaire pour amener de la fertilisation en hiver, pour ramener de la matière organique dans le sol. Et il y a plein de sujets comme ça qu'on va aborder dans les thèmes suivants, mais c'est super intéressant. Donc ça a été super bien synthétisé, tous nos discours, c'était très bien. Et justement, vous découvrez donc cette présentation de Pauline. Est-ce que vous avez des questions à lui poser en tant que viticulteur ? Pauline ne l'a pas dit, mais elle est fille de vigneron. C'est important, c'est un élément de subjectivité très important à prendre en compte chez le chercheur. Quand ils nous ont sollicité, c'est moi l'ethnologie, c'est ça l'ethnologie, ça me parle toujours pas trop entre guillemets, si ce n'est le rendu qui est très bien. Et donc sur le coup, fille d'un viticulteur, je dis on va quand même la recevoir, on va creuser un peu. Comme j'ai dit, on a raconté notre vie, mais j'aurais une question à lui poser. Elle est restée sur le sujet biodiversité. Moi, j'aurais aimé avoir sa vision. En tant que fille de vigneron, elle avait une vision de l'agriculture. Est-ce que cette vision-là, elle a changé, elle a une autre forme maintenant que tu as rencontré beaucoup de vignerons ? Déjà, j'ai dû prendre conscience de
de ma vision de l'agriculture. C'est une dimension très importante à prendre en compte quand on fait de la recherche, c'est de comprendre notre point de vue de manière à ne pas la restituer et aussi à ne pas porter de jugement de valeur sur les pratiques des autres. Donc ça, c'est très important. Et oui, j'ai découvert plein de choses. Et après, est-ce que j'ai une autre vision de l'agriculture moi, personnellement, j'ai vraiment ressenti un décalage générationnel entre votre génération et, comme vous parlez des générations antérieures, avec cette volonté, en fait, c'était vraiment ça. C'était cette volonté de préserver cet héritage, mais tout en enlevant ce mauvais côté qui est, on va dire, cet usage un peu trop néfaste de certains pesticides. Et justement, c'est cet héritage que vous voulez conserver. Et ce qui est intéressant, c'est que à aucun moment vous blâmez les anciennes générations d'avoir utilisé ces produits, parce que c'était un autre contexte. Aussi bien dans 20 ans, on va rigoler de nous aussi. Hein. Et donc ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, cette volonté de conserver le travail des anciens, même si ces anciens ont fait des erreurs, sans les blâmer pour autant, et essayer de continuer de transmettre ce patrimoine. Parce que j'ai vraiment senti chez vous ce que j'appelais un temps long, une mémoire longue qui s'inscrit sur ces parcelles, et que justement la biodiversité, ce nouveau rapport que j'essaie de mettre en avant, que vous entretenez avec l'environnement, permet de transmettre cette histoire longue. Et ce nouveau rapport, tu as parlé aussi différents modes culturaux, différents types d'agriculture, plus ou moins. Est-ce que tu l'as ressenti là aussi, des tiraillements éventuels entre différentes approches, ou est-ce que chacun se respecte, comme tu le dis, entre les générations? Est-ce qu'au sein de la même génération, il y a différentes approches qui se confrontent, qui sont complémentaires, quel a été ton ressenti à ce niveau-là? J'ai ressenti qu'il y avait une même volonté d'aller vers du plus propre. Je reprends vos propos un peu à vous tous. Du plus propre. Sinon, c'est vrai que je me suis plutôt intéressée à ce qui est relativement partagé. Après, il y a certes en fait, les différences sont moins dans les pratiques que dans les représentations de qu'est-ce qu'un vin de terroir, par exemple. Voilà, par exemple, je donne un exemple. Pour certains, un vin naturel n'est pas un vin de terroir. Pour d'autres, à l'inverse, un vin nature reflète au maximum le terroir. Donc, en fait, les variations sont moins dans les méthodes parce que vous avez tous à peu près une même manière de pratiquer. C'est faire en sorte que le terroir s'exprime au mieux à travers la bouteille. Et justement, éviter tout artifice, on va dire, éviter d'artificialiser le milieu, c'est une manière ce que j'essaie de ressortir du terrain, une manière d'exprimer le terroir dans son authenticité. En fait, pour moi, vous vous positionnez un peu comme médiateur entre un terroir et une bouteille. Et ce qu'il y a dans la bouteille. Non, c'est très bien, comme tu le dis, tu as des mots assez synthétiques pour approcher tout ça. C'est vrai c'est un peu le message que je voulais faire passer dans l'immédiat. On a une multitude, donc pour reprendre ce qui a été dit au début, il n'y a pas qu'une AOC, il y a 2 AOC là, dans le sujet de ce soir, il y a Cornas et Saint-Péret, et on a une multitude de vignerons avec chacun une multitude d'approches. Et on parle d'agriculture biologique, d'agriculture haute valeur environnementale, d'agriculture conventionnelle. Tout le monde est dans le même bateau et chacun essaye d'avancer effectivement avec son sujet, avec ce qu'il connaît, avec ses connaissances. Et je me permets de faire un peu la transition, mais on ouvrira le débat quand même avant de transiter. Mais c'est vrai que ça va amener les 2 sujets suivants, les réflexions qu'on a amenées sur des notions de biodiversité et les réflexions qu'on a amenées avec ce qu'on appelle le groupe défi sur les sujets l'intérêt du groupe défi. Amandine en parlera autant, si ce n'est mieux que moi, je crois qu'elle doit intervenir à un moment donné. C'est un groupe qui s'est monté avec l'intention de réduire l'apport d'intrants. Donc les intrants, ça peut être des désherbants, ça peut être des produits phytosanitaires, ça peut être des engrais, ça peut être des interventions sur le sol.
et de confronter ces pratiques pour apprendre au contact des pratiques des uns et des autres. Parce qu'en fait, il n'y a que la réalité du terrain qui est la plus pertinente. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous 2 petites minutes. Si dans la salle ou sur Facebook aussi où on nous regarde, est-ce que vous avez des questions ? J'arrive vers vous avec un micro. Est-ce que vous avez des questions à poser à Benoît Naudin ou à Pauline sur ce qui vient d'être présenté, sur la biodiversité ? Personne, tout était clair, vous voyez, c'était parfait. Est-ce que sur Facebook on a des questions ? Non, pas forcément. Eh bien, on va passer à la suite. Alors, merci beaucoup Benoît Naudin. Je rappelle donc que vous êtes président de l'AOC Saint-Péray, membre du groupe Défi viticulteurs, arboriculteurs, et donc maraîcher ici aussi à Saint-Péray. Merci aussi à Pauline Balthazar, étudiante en ethnologie, qui travaille donc sur ces questions de la biodiversité, et notamment du terroir. On a pu étudier, on a pu comprendre un petit peu aussi l'influence de la biodiversité, les enjeux du changement climatique dans la viticulture. On va un peu plus l'aborder aussi un peu plus tard dans la soirée. On va zoomer et on va un peu tenter de voir les actions mises en place sur le terrain avec nos 2 prochains intervenants qui sont Régis Gonnet et Albéric Mazoyer.